Hello, bienvenue dans ce live. Bon, on est à la bourre comme d'habitude, la technique comme d'habitude, mais on est là avec Isabelle et Pablo. Coucou à vous deux. Hello. Hello. Alors, pour ceux qui débarquent, qui se demandent qu'est-ce que c'est que ma tribu relax, on est sur le groupe justement Facebook en direct sur la tribu des familles libres et épanouies et on est en direct sur YouTube. On est tout un univers justement dédié à l'épanouissement familial. Vous avez le site qui défile en bas de votre écran où vous allez pouvoir retrouver tout un tas de professionnels dédiés à l'accompagnement des parents, des enfants, des adolescents. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi de loisirs, de langue, de cours de sport. On vous a mis vraiment plein de pépites pour que vous puissiez trouver des solutions pour vos enfants, ramener de l'harmonie et puis vivre mieux tout simplement. Aujourd'hui, on a Isabelle et Pablo qui sont parmi les membres, j'ai envie de dire qu'ils font partie des murs, hein, parce que ça fait un moment qu'ils sont dans ma tribu relax. On va parler de votre livre aussi, justement, et on va parler des examens, parce que je crois savoir que c'est la période. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas dans cet univers-là, et puis nous dire un petit peu de quoi on va parler en parlant des examens? Oui, enchanté. Donc, nous sommes un duo d'experts mère-fils qui a multicasquette, plein de choses. Hein. Donc, duo d'experts, duo d'accompagnants, duo de mentors. Hein, on dit plein de choses, mentors familiaux. Voilà, en organisation, on aide beaucoup, en scolarité, orientation, harmonie familiale, bien-être. Donc, une période, on accompagne aussi toutes les familles les familles dans leur globalité. Et on a des périodes d'âge quand même assez larges, hein, qui vont de 8 jusqu'à 9 ans jusqu'à 30 ans. Quoi. À peu près, ouais. À peu près la trentaine. Fait, ouais. Parce que voilà, ils ont eu des expériences pro, d'études, etc. Donc on les aide aussi. Oui, parce que notre spécialité, c'est aussi le haut potentiel. Ouais. Donc finalement, ça commence assez tôt et on accompagne aussi des jeunes jusqu'à à peu près 30 ans. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais on va dire que voilà, c'est les parents, les ados, c'est vraiment l'adolescence. C'est chacun de notre côté, on a eu une adolescence un peu beaucoup pourrie, avec des trucs quand même bien, hein, attention, oui. Mais le haut potentiel, alors moi je ne le savais pas, donc c'est pas évident. Pablo le savait, c'était pas évident non plus. Donc le lien qui nous a donné envie de travailler ensemble, au-delà d'être mère-fils, bien sûr, c'est vraiment cette adolescence qui a été compliquée. On n'a pas été, moi j'ai pas été accompagnée, donc j'ai pas été reconnue ni accompagnée. Pablo, il a été reconnu, accompagné un peu que par moi, hein, on va dire, pendant un moment. Et voilà, donc c'est aussi ça qui nous a donné envie de vraiment nous spécialiser au potentiel, parce que déjà, c'est qui on est, c'est notre parcours, puisqu'on a vraiment bien galéré chacun lors de notre adolescence. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose, parce que la scolarité à l'heure actuelle, pour beaucoup d'enfants, hein, pas que pour les hauts potentiels ou les troubles 10, parce que aussi, bien sûr, en général, il n'y a pas que du haut potentiel, il y a plein d'autres petites choses qui viennent se rajouter. Alors, bien sûr, tous les hauts potentiels n'ont pas une scolarité difficile, il y en a plein, mais ceux-là, on ne les connaît pas, on va dire, on n'a pas affaire à eux finalement, ils ne viennent pas vers nous. Donc, on parle de ceux qu'on connaît, mais ceux qui ont des troubles 10, c'est très compliqué à l'école, mais on va en parler justement, ça peut servir beaucoup. Alors déjà, dans la vie, énormément, c'est vraiment quelque chose qui est une chance incroyable dans la vie, et même à l'école. Vous allez voir, on va en parler pour les examens. C'est aussi une chance incroyable. Mais quand on arrive à l'école, c'est vraiment très compliqué. Et en fait, c'est compliqué. Et on arrive à un moment où, en fait, on n'y arrive plus. C'est pas qu'on n'y arrive pas dans le sens où c'est, compliqué ce qu'on nous demande, mais c'est la répétition en permanence, la répétition des techniques qu'on nous demande qui sont compliquées, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les... souvent, on ne comprend pas la logique. Donc déjà, un haut potentiel, en général, tout ce qui n'a pas de sens pour lui, il le rejette. C'est même pas qu'il n'arrive pas à l'assimiler, c'est qu'il le rejette. C'est voilà. Par exemple, moi, on parle souvent des tables de multiplication et c'est assez drôle parce que souvent on dit, est-ce que tu connais tes tables de multiplication même à des adultes? Ah bah oui. Puis en fait, en discutant, c'est pas connaître comme on entend connaître. Voilà. Connaître, normalement, c'est par cœur, c'est-à-dire tac au tac, tu réponds.
pas que c'est le cas de tous les hauts potentiels, mais en général, ils ont mis en place une stratégie, mais ils ne les connaissent pas par cœur. C'est assez drôle. Ouais. Parce qu'il y a des techniques qui sont pas mal, hein, comme multimalin, des choses comme ça, les parents doivent connaître, hein, de plus jeunes enfants. Nous, on accompagne un jeune en ce moment, donc la maman, elle dit, bah oui, si, il connaît cette table de multiplication, il a appris avec multimalin, c'est génial et tout. Et je pense que ça a été génial à un moment, sauf que, encore une fois, comme ça n'a pas de sens, bah, il a appris sur le coup. Voilà, très bien. Puis en fait, après, là, c'est reparti, quoi. Parce que quand on lui a demandé, il nous a dit, oui, oui, je les connais. Puis en fait, non. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est comme la scolarité n'est pas, comment dire, adaptée à ces profils, c'est à ces profils de s'adapter et c'est pas forcément évident. Donc, d'où le thème aujourd'hui, les examens, parce que nous, le but, c'est pas de dire il faut faire comme si, il faut suivre une scolarité comme ça, parce que, ben, pour preuve, alors moi, j'ai pas eu le choix, en plus, j'avais des parents profs, donc voilà. Mais Pablo, lui, il a fait toutes sortes de scolarités. Il a fait la scolarité classique, il a fait l'école à la maison, il a fait l'unschooling, il a fait toutes sortes de choses. Le public, le privé. Donc, on n'est pas là pour dire comment il faut faire, mais quand on passe un examen, il y a des codes, il y a des règles, et si on veut avoir cet examen, ou alors on ne le fait pas, et c'est pas grave en fait. Hein, enfin, je veux dire, nous, on n'est pas là pour dire il faut passer des examens, mais quand on passe un examen, c'est comme le permis de conduire, vous savez, où on doit regarder comme ça. Dans la vraie vie, personne ne fait ça, on est d'accord. Mais quand on passe le permis, on est obligé. Ou alors, qui s'arrête au feu rouge. Ouais, voilà. C'est vraiment. On ne peut pas dire ouais, moi j'ai passé mon permis, mais moi je ne m'arrête pas au stop. Ben, après, tu feras ce que tu veux si tu veux, hein, mais quand tu passes le permis, tu es obligé de t'arrêter au stop. C'est un peu la même chose, quoi. Donc là, on parle de stratégie pour les examens parce que nous, on l'a vraiment, enfin, surtout Pablo, parce que moi je m'étais mis en mode rebelle, donc moi, je passe pas les examens, ouais, je fais rien à l'école, enfin bref. Pablo, lui, il a voulu passer des examens et donc on a mis en place des stratégies. Donc, il les a testées et approuvé. En tout cas, il a réussi ses examens. Et en fait, c'est ce qu'on donne aussi comme clé aux personnes qu'on accompagne, parce que c'est vrai que la plupart du temps, ça marche vraiment très bien. Enfin, on a plusieurs exemples assez incroyables d'ailleurs de choses dingues et ça a fonctionné. Donc voilà. Et déjà, la première chose que je voulais dire, moi, par rapport aux examens, parce que je trouve que c'est hyper important, c'est que souvent, on se fait toute une montagne, il faut se préparer pendant des mois à l'avance. En fait, un examen, normalement, et ça souvent, surtout les parents et les profs, ils l'oublient, ça vient valider des apprentissages qu'on a faits. Et la plupart du temps, de l'année de l'année immédiate. Ouais. De l'année immédiate, parce qu'on nous fait croire que le brevet, c'est tout le collège. Non. On nous fait croire que le bac, c'est tout le collège, le lycée, voire presque l'école maternelle et primaire. Hein, bientôt, enfin, on va nous poser des questions, voilà, des trucs de dingue, voilà. Non, en général, c'est la dernière année, parce que sinon, ce serait quand même très compliqué pour eux aussi d'aller chercher comme ça des concepts. Et surtout, il ne faut pas oublier quelque chose. Nous, on le constate vraiment avec les jeunes qu'on accompagne, c'est vraiment une répétition permanente d'apprentissage qui sont toujours les mêmes. Vraiment tout le temps la même chose, quoi. Toujours la même façon aussi. Voilà, et tout le temps la même façon d'apprendre. Et c'est là où il faut être malin, c'est qu'il faut trouver soi-même, ou se faire aider, bien sûr, hein, parce que soi-même, c'est compliqué, d'autres moyens d'apprentissage. Et là où ils sont trop forts, tous nos 10, voilà, on va dire atypiques, nos 10, nos TDA, TDAH, nos hauts potentiels, ouais. Tout ce qu'on veut, c'est que eux, depuis qu'ils sont rentrés à l'école, ils ont dû s'adapter, ils ont dû trouver des stratégies de contournement. Parce que quand on met plus de temps que quelqu'un pour lire une consigne, par exemple, si on est dyslexique, quand on n'arrive pas à écrire, on n'arrive pas à écrire correctement quand on est dysorthographique, quand on est dyspraxique comme Pablo, c'est-à-dire qu'on a une écriture illisible pour le commun des mortels, on est obligé. Pablo, par exemple, je donne Pablo comme exemple, mais on en a plein d'autres, il n'a jamais eu de notes à la hauteur de son niveau. Donc, très tôt, très jeune, il a été obligé de prendre en compte le fait que ses notes n'étaient pas représentatives, si tant est qu'elles puissent l'être, hein, mais bon, voilà, elles n'étaient pas représentatives du travail fourni. C'était impossible, puisqu'à chaque fois, c'était… C'est un premier point sur lequel j'ai envie d'appuyer parce que c'est hyper important, parce que
je pense qu'on est des générations entières à avoir remis en fait notre valeur par rapport à des notes, et ça nous poursuit encore à l'âge adulte par moment. Et alors que, comme tu dis, c'est pas représentatif, tu vois. Enfin, pour moi, ça ne l'est pas du tout déjà, mais passons. Mais c'est pas représentatif ni du niveau, ni de la valeur en fait de l'enfant, ni du travail fourni, comme tu dis, puisque il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui perdent leurs moyens aux examens justement, qui se retrouvent avec des mauvaises notes alors que ils ont très bien le niveau et puis ils travaillent très bien le reste du temps. Mais la pression, justement, on va parler aussi de tout l'aspect émotionnel qui est lié aux examens. La pression joue beaucoup. De la même façon, moi, je l'ai vu dans des témoignages que la pression joue aussi pour les enfants qui font l'école à la maison. Le passage, justement, comment ça s'appelle, du contrôle, en fait, qui a lieu tous les ans, fait perdre le moyen aussi à certains enfants, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à remettre un petit peu, je trouve, de douceur dessus et en tant que parent, de se calmer un petit peu avec ça, quoi. Ouais, mais c'est vrai que les notes, c'est vraiment… Ouais, puis ce qu'on dit jamais, c'est qu'il y a une part qu'on ne maîtrisera jamais. Et voilà, on a beau nous dire, oui, c'est ton travail, etc. En fait, il y a une grande partie qui n'est pas à contrôler, quoi. Vous allez avoir une personne qui va tomber sur votre copie. Et, quoi que Oui. vous fassiez, vous ne pourrez jamais avoir d'impact dessus. Ça se trouve, il ne va pas supporter votre écriture, votre prénom, votre nom, votre date de naissance, n'importe quoi. Et du coup, vous allez en périr, quoi. Enfin, vous allez en pâtir. Voilà. Ouais, puis il y a aussi un côté, moi je trouve, par exemple, je prends l'exemple de mon frère qui m'avait dit une fois, en parlant de son fils, il m'avait dit « Oh, il a des bonnes notes, donc il fait le job. » Sauf qu'il y a des enfants qui ont des très bonnes notes, mais qui sont super malheureux. Et il y a des enfants qui ont des mauvaises notes et qui sont super bien dans un basket. Je veux dire, nous, on en accompagne, ils ont des notes mais pourries et ça va. Franchement, ils sont tranquilles. Ils continuent très bien leur vie. On en a même souvent, les parents sont dans un état pas possible. Là, pour passer le brevet, on en a en ce moment. On leur a expliqué qu'on en avait accompagné un il y a quelques années, qui avait mais vraiment des 3 et des 4. C'est pas, voilà. Et il était passé en seconde. Le brevet, ça ne t'empêche pas de continuer ta scolarité. Et ça ne t'empêche pas de grand-chose, d'ailleurs, parce que le brevet, en plus, maintenant, il y a le contrôle continu. Donc, ils ont le brevet avant même de l'avoir passé, donc, ou pas du tout, parce que là, l'autre, il l'avait pas du tout. Et même quand il l'a passé, il a eu des notes, comme on lui a dit. On lui dit, toi, en fait, tu as vraiment tout bien fait. C'est-à-dire que vraiment, toute l'année, tu as eu des notes pourries. Et au brevet, tu as aussi des notes pourries. Donc, c'est vraiment bien, quoi. Il y a une continuité. C'est nickel, quoi. Tu vois, c'est bon, quoi. Mais il passe parce qu'en fait, c'est un enfant qui a des troubles, donc c'est difficile pour lui. Il a eu de la chance parce qu'il est tombé dans une école où ils ont compris ça. Ils savaient que l'apprentissage était là. C'est juste que pour lui, il y avait une fourniture d'écrit qui était vraiment très difficile. Mais au-delà de ça, il était bien, quoi. Tout allait bien pour lui, il n'y avait pas de souci. Il avait fini par accepter ce fait-là, qui est quand même vraiment… Enfin, quand on y pense, c'est quand même incroyable qu'à si jeune âge, il arrive déjà à avoir cette résilience. Il y a vraiment une résilience incroyable chez ces enfants qui est bluffante, en fait. Mais vraiment, quoi. Et c'est fou, d'ailleurs, nous, quand on les accompagne, on voit la différence entre eux et leurs parents, quoi. Ils ont déjà, ils mettent déjà en place des stratégies. Là, celui qu'on accompagne, là, qui passe le brevet, la maman, un jour, nous envoie un SMS, oui, j'en ai marre. Et puis, il n'a pas rendu ses DM d'anglais, je crois. Bon. Donc, on dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, c'est plutôt un bon élève, tu vois. Donc, on lui demande, on dit, bon, alors on ne lui demande pas comme ça tout de go, mais bon, dans la discussion, voilà, tout ça. Et puis, il dit, ouais, non, je n'ai pas rendu mes DM. Ah, je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, la dernière fois, j'ai rendu un DM, j'ai eu 9. La fois d'après, j'ai eu un 11. Alors, d'habitude, il a des bonnes notes. Ceux qui ne l'ont pas rendu n'ont pas eu de notes. Donc, ça ne compte pas. Donc, ça ne compte pas. Donc, lui, là, il s'est dit, moi, je ne les rends pas. Qui a raison, qui a tort? Voilà, maman, après, elle a compris. Je lui dis, tu vois, c'est ça. Il met en place des stratégies. Il s'est rendu compte. Donc, voilà. Donc, maintenant, elle est un peu… Voilà. Au début, elle a eu un peu du mal à l'accepter. Je lui ai dit, ça sert à quoi, en fait? Il a travaillé, il rend, il a une mauvaise note. C'est pas une mauvaise note, mais on va dire, il n'a pas la note qu'il attendait. Voilà, on va dire, il est déçu de sa note. C'est surtout ça qui compte, en fait. C'est la déception. La note en elle-même, elle n'est pas… Voilà. Il n'a pas une note qui le satisfait, alors que d'autres n'ont rien fait.
et ils n'ont pas de notes. Donc, c'est là où tu vois toute l'incohérence du système, en fait. Hein. Et puis de l'incohérence, il y en a dans le système scolaire. Hein. C'est vraiment ça, effectivement. Et justement, quels conseils, en fait, vous pourriez donner à des personnes qui écoutent et qui peuvent être, par exemple, stressées plus que leurs enfants, peut-être, dans ces périodes, justement, d'examen? Alors, par rapport alors là, après, on va vous donner nos commandements, n'est-ce pas, qu'il y a dans notre livre, justement, qui sont pas mal, qui paraissent comme ça, justement, ça revient dans l'histoire. Je sais qu'on est passé une fois dans un magazine et ils ont repris ça dans le magazine, donc on l'avait mis et on a eu pas mal de réactions de gens, oui, mais non, mais il faut pas les mettre dans un moule. Alors nous, déjà, c'est vraiment pas notre truc, déjà, parce que nous, on n'est pas dans un moule. On n'a pas été, c'est pas comme ça que j'ai élevé Pablo ni rien. Bon, là, l'histoire, en fait, c'est vraiment quand tu passes un examen. Donc, quand tu passes dans un examen, il y a des commandements qu'on a testés nous-mêmes et on va vous les lister. Mais au-delà de ça, par rapport aux examens, en fait, il faut bien se dire que si on a un enfant comme ça qui a des difficultés scolaires, le jour où il va savoir ce qu'il veut faire et surtout qui il veut être. En fait, quand il va chercher, c'est pour ça que nous, quand on fait des bilans d'orientation, quand on aide à leur orientation, on ne cherche pas tellement « tu vas être pompier, tu vas être machin », même si c'est intéressant aussi. Mais dans un premier temps, c'est vraiment, même quand on est jeune, on a déjà des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes que nos parents, elles peuvent se ressembler, parce que c'est normal, on a une influence de nos parents. Nous, on a vraiment affaire à des enfants qui ont vraiment déjà des perspectives d'avenir pour eux, qui ont déjà des envies vraiment fortes, quoi, qui ont vraiment on sent qu'il y a vraiment une mission déjà qui est présente, déjà tout petit, quoi, c'est vraiment incroyable. Et donc ça, nous, c'est pour ça qu'on aide à développer ça, parce que c'est des enfants, on est sûr, mais globalement tous les enfants, parce que la vie, le monde change et on n'est plus destiné à faire qu'un seul métier, hein, comme si nous on l'avait fait, hein, Élodie, mais bon, les nouvelles générations, c'est plus que sûr, voilà. Et donc, comment je fais dans la vie quand j'ai le choix entre ce boulot super dans une super boîte ou aller travailler en Thaïlande? Faut voir ses valeurs. Quelle est la valeur la plus importante pour moi? Est-ce que c'est la liberté, hein, n'est-ce pas, Élodie? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la stabilité? Voilà, sans commentaire. Est-ce que c'est la stabilité? Bon, c'est sûr que si c'est la liberté, il va peut-être plus aller en Thaïlande, voilà. Si c'est la stabilité, c'est peut-être plus intéressant. Et en fait, il n'y a aucun des deux choix qui est une bonne solution. Les deux sont bien, en fait. Mais par rapport à ces valeurs, voilà. Et c'est bien de le rappeler, tu vois, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, parce qu'on a souvent tendance à voir que c'est catégorisé, tu vois. Et que c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il y a ce qui correspond à chacun. Et puis, effectivement, moi, je choisirais la Thaïlande, clairement. Mais il y a d'autres personnes qui sont pas faites, tu vois, pour le voyage, qui sont pas faites pour bouger, qui ont besoin d'ancrage, de sécurité, qui ont besoin de vivre toujours au même endroit. Et c'est OK, il n'y a pas une vie qui est meilleure qu'une autre. Et ça, je trouve qu'on le répète pas assez aux enfants, tu vois. Exactement. C'est quelque chose que moi, je leur répète à longueur de temps, d'être sûr qu'ils soient pas, tu vois, dans la satisfaction de mes besoins ou de se dire, je vais faire ça pour faire plaisir à maman, mais que vraiment, ils choisissent quelque chose qui leur correspond à eux. Et puis, si eux le choisissent plutôt que nous, on l'a choisi, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et puis aussi se dire qu'il n'y a pas de choses toutes tracées. Moi, je vois déjà des jeunes qui sont très jeunes, hein, qui ont la petite vingtaine, mais qui ont raté un début, raté. Ils se sont trompés de voie. Hein. Quand tu leur fais faire 2-3 tests, ça, tu te dis, oui, non, c'était pas là qu'il fallait être, quoi, tu vois. Et qui ont déjà cette crainte de, mais j'ai perdu 2-3 ans. Mais t'as pas perdu 2-3 ans. Tu te rends compte où tu en es aujourd'hui par rapport à où tu étais avant et peut-être par rapport aux autres avec qui tu vas être. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Tu te rends compte à la vingtaine, quoi, mais enfin, c'est rien, tu vois. Oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a une telle pression, en fait, là-dessus. Il y a une telle pression, des fois, des parents, mais des fois aussi d'autres personnes autour. Qu'est-ce que tu dois faire, comme si, si tu changes de voie, enfin, je sais que même moi, hein, déjà, quand à cette époque-là, quand tu changeais de voie, c'était déjà, tu avais raté quelque chose ou tu avais loupé un coche ou il y avait une sorte de pression, alors que ça vient du fait que justement, la plupart des adultes ne se connaissent pas. Du coup, ils ne peuvent pas aider les enfants à se connaître. Et du coup, ça amène des enfants effectivement à changer de voie. Mais en même temps, toutes les expériences avant préparent à ce qui vient après.
On le sait que trop bien, quoi. Puis après, quand tu as vraiment cherché, OK, j'ai envie de faire ça parce que je sais, j'ai ce plan-là. Si j'ai pas ce plan-là, est-ce que j'ai un plan B? Bah, du coup, quand tu fais telle ou telle école ou telle formation, tu sais pourquoi tu es là. C'est pas pour faire plaisir à papa et maman. C'est pas parce que c'est une voie d'avenir. Ça, en plus, là, bon, franchement, c'est pas du tout un critère à l'heure actuelle parce que les métiers de demain, il n'y a pas encore de formation pour. Donc, déjà, même il y a des métiers comme nous avons dit il y a 20 ans. Voilà. Comme quoi, c'est des métiers d'avenir. En fait, maintenant, c'est toujours Exactement. pas les trucs, voilà. On attend toujours. Donc, en fait, on le voit dans l'entrepreneuriat. Je veux dire, il y a des tas de gens qui se lancent ou qui changent complètement de voie. Et pour ceux pour le métier qu'ils font aujourd'hui, bah, ils n'ont pas en fait leur diplôme d'avant, ça leur sert à que dalle, quoi. Donc c'est vraiment. Ouais. Et puis en plus, il y a le côté, pas systématiquement, mais il y a le côté aussi multipotentiel. Et là, alors là, il faut se préparer non seulement à faire plusieurs carrières, mais parfois en même temps. Donc, j'allais dire. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pareil. Oui, je vois, ouais. Je vois là, on en parle un peu plus. Mais autant te dire que moi, quand j'étais jeune, c'était vraiment, tu étais d'une instabilité. Enfin, tu étais complètement perché, instable. Enfin, voilà, les gens n'avaient aucune compréhension, aucune lecture du truc, quoi. Alors, toi, encore moins. Donc, le premier conseil, c'est déjà relativiser. De toute façon, s'ils n'ont pas leurs examens, ça ne veut pas dire que tout est foutu. Au contraire, ils peuvent devenir des entrepreneurs à succès. Donc, on respire. Mais quand tu prends les exemples même de grandes réussites, je ne sais pas, là, il n'y a pas un exemple qui vient, mais c'est rarement des gens qui ont eu des comment dire, alors il y en a plein qui n'ont pas fait d'études déjà pour commencer, hein, donc déjà c'est clair. Et puis secondo, ils n'ont pas eu de parcours rectiligne, enfin je veux dire, ils ont fait des expériences, des fois ils se sont trompés, même on prend Walt Disney parce qu'il est très connu, je crois qu'il a eu, je ne sais pas combien, 6 ou 7 échecs avant de créer Disney. Enfin je veux dire, c'est incroyable. On lui a dit qu'il n'avait pas d'imagination. Ouais. Voilà. Ou même Charles Aznavour, ça me vient comme ça, on lui disait qu'il était laid et qu'il ne savait pas chanter. Le gars, c'est le seul qui est à l'étranger, quand tu parles d'un chanteur français, il te sort Aznavour et Edith Piaf, hein, grosso modo. Hein. Alors peut-être maintenant un peu plus des plus jeunes, mais moi j'en suis restée là. Non, mais super connu, tu vois ce que je veux dire? Incroyable, quoi. Des trucs, il y en a plein comme ça. Donc, en fait, il faut vraiment se dire qu'un examen, c'est pareil, ça peut se rater et ce n'est pas la fin du monde. Les examens, la plupart du temps, par exemple, si on prend le bac, parce que là, on parle à des adolescents, donc c'est souvent le bac, il y a un rattrapage. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Nous, on a vraiment, alors, incroyable, quoi. Une jeune, pas d'école du tout depuis la 5e, hein, je crois. Hein. Oui. Voilà. Mais elle avait milieu familial. Oui, un milieu familial, beaucoup plus dans le littéraire. Donc, c'était tout sur le littéraire. Et alors, c'était l'ancien bac. Elle avait préparé donc un bac littéraire. Donc, elle passe en première. Et là, que des mauvaises notes. Donc, après, il lui restait plus que les maths et la philo. Hein. Enfin, non, les sciences. Non, c'était quoi en terminale, du coup? Terminale, ouais, philo. Philo. Pas de choses. Ouais. Philo, ouais. En gros, le plus gros coefficient, c'était la philo qui était à 8, coefficient 8. Voilà. Il lui restait plus que la philo. D'accord? Donc, elle s'est dit, comment je fais? Donc, les parents se sont dit, il faut qu'on trouve une solution parce qu'elle va jamais. Tout le monde pensait qu'elle n'aurait jamais le bac. Hein, c'était clair. Donc, ils ont trouvé quelqu'un, une prof de philo, qui a su lui dire comment passer le bac. Parce qu'en fait, quand on passe le bac, C'est pas, oui, mais tu vas rater des choses, tu vas pas apprendre certaines choses. Non, quand on a envie d'apprendre quelque chose, on l'apprend. Hein. Il n'y a pas besoin d'être à l'école, il n'y a pas besoin de passer le bac, il n'y a pas besoin… Quand on veut apprendre quelque chose, on l'apprend. Ça n'existe pas, les gens qui ne trouvent pas où apprendre. Enfin, dans nos pays, hein, bien sûr, il y a des endroits où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'instruction, donc c'est compliqué. Mais on va dire, globalement, ça n'existe pas un enfant qui ne trouve pas un moyen d'apprentissage. Eh bien, résultat… Non seulement elle a eu son bac, mais elle ne l'a pas eu sur le fil, alors qu'elle avait des notes, tous les gros coefficients étaient plats, quoi. Il n'y avait plus rien, quoi. Elle a eu son bac avec mention parce qu'elle a eu 18 en philo, quoi. Ouais, du coup, avec le coefficient, donc, avec ça. Et quand bien même, elle aurait pu faire quand même du rattrapage. Et c'est ça qu'on voulait dire aussi comme stratégie. Il y a une stratégie qui est incroyable, c'est les coefficients. Vous prenez les matières que vous passez. Alors déjà, essayez de prendre un bac sympa pour vous. N'allez pas chercher un truc, je sais pas, moi, faites pas du scientifique. Si vous êtes plutôt littéraire, faites pas du… Surtout que nous, à propos de ça, c'est pareil. On va dans des salons des métiers, on nous met le bac scientifique à l'époque, c'était vraiment le truc qu'il fallait faire. Voilà. Et je suis allé dans les salons des métiers, on m'a dit, ah oui, une école d'informatique. Je sais plus quoi. Ah oui, t'as quoi, bac S? Je suis pas sûr. Hein. C'est une histoire. Enfin bref, c'est complètement… Ouais, il y a un manque de passerelle. Il y a un manque de passerelle total. Donc de toute façon, il faut vraiment… faut vraiment pas se prendre la tête.
Et voilà, il faut se baser sur les coefficients. Regardez, il faut vraiment mettre en place des stratégies. Nous, on l'apprend même avant de passer les examens pour justement s'en sortir. Il y en a qui ont besoin d'avoir un certain dossier pour entrer dans telle ou telle école. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Ça dépend, hein, voilà, chaque histoire est différente. Si, voilà, faut tabler sur une matière que vous aimez bien, peut-être mettre un petit coup de collier pour faire remonter ce coefficient, ou une matière où vous êtes bon, ok, vous êtes bon, mais ça vous saoule. Travaillez un peu plus. Comme ça, pareil, ça fait remonter le coefficient. On se focalise seulement sur 2-3 matières et on peut arriver à avoir des résultats bluffants. Et le reste, il n'y a pas besoin. C'est pareil, les parents, ils ont du mal à comprendre que dans la vie, on n'est pas bon partout. D'accord? On n'aime pas tout, on n'aime pas toute la nourriture, on n'aime pas tout le monde. Enfin voilà quoi. Donc à l'école, on peut pas être bon partout, hein. C'est pas possible en fait. Hein, quand ils disent oui, mais mais c'est ça que tu dis, tu vois, c'est d'une évidence quand on le dit comme ça, on se dit bah oui, c'est normal, tu vois. Ouais, c'est normal, mais en fait, le discours qu'il y a à l'école, c'est complètement le contraire, tu vois. C'est qu'il y a une sorte de pression à être bon partout. Si tu échoues dans une matière, c'est la cata, tu vois. Alors que, comme tu dis, déjà, l'apprentissage se passe par le plaisir. Donc, dès qu'il y a contrainte, dès qu'il y a pression, dès qu'on tombe en plus dans l'émotionnel, de toute façon, le cerveau, il n'apprend plus. Hein. Donc déjà, c'est aussi faites faire des choses qui leur fait plaisir à vos ados. Et puis, moi, je fais ça même avec des enfants en bas âge. Hein. Je veux dire, quand ils sont en tempête émotionnelle, je dis, OK, on ferme tout. C'est même pas la peine en fait. Physiologiquement, de toute façon, le cerveau émotionnel ne peut pas fonctionner en même temps que le cerveau rationnel. Donc à partir de là, déjà, c'est aussi un petit peu à les aérer, les connecter à ce qu'ils aiment et puis arrêter de leur prendre la tête avec les notes et les pressions qu'ils ont déjà à cet âge-là, quoi. Ouais, mais c'est nous, moi, quand j'explique aux parents ce que leurs enfants vivent à l'école, les bras leur en tombent. Mais c'est quand même pas normal. C'est quand même. Parce que souvent, ils disent oui, mais nous, on n'a pas le choix. Nous aussi. Ben non, toi, tu as le choix. Peut-être que tu ne prends pas ce choix-là, mais tu l'as. Alors que ton gamin, à l'école, tu le poses à l'école, des fois, tu le mets à la garderie, il reste à la cantine et la garderie le soir, et il n'a pas le choix, en fait. Lui, il n'a pas le choix. S'il sort, il va se faire attraper. Enfin, voilà. Il va être puni. Enfin, tu vois, nous, on a le choix quand on est adulte. Donc, ça fait quand même une énorme différence, quoi. Je sens que tu brûles d'envie de sortir les commandements de la méthode. On a déjà un peu abordé, mais c'est vrai que oui, du coup. Alors, donc, en fait, il y en a 5 commandements. Ouais, voilà, qu'on a mis dans notre livre. Ouais, la partie scolarité, effectivement, c'est vraiment très important. La méthodologie, les commandements de la méthodologie. Voilà. Donc, premier commandement, tu reliras la consigne plusieurs fois et seras attentif au sens explicite de chaque mot. Donc, au sens explicite, c'est souvent si on est explicite, cherchez pas trop de sous-entendus et de choses comme ça. Le piège, surtout. Voilà, ouais, le piège, ouais, voilà. Souvent, c'est rigolo, tu sais, tu as dû ça le ressentir aussi, même personnellement. Tu sais, quand quelque chose paraît simple, on pense qu'il y a un piège. C'est ça. Ça, c'est le propre de l'être humain dans tous les domaines de sa vie, de toute façon. On va chercher la complication parce que quand c'est trop simple, c'est louche, quoi. C'est ça. Ouais. Donc là, on ne cherche pas le piège. Non, tu réponds bêtement, entre guillemets, à ce qu'on te demande. D'accord? Voilà. Et tu relis bien la consigne. Nous, on le dit, là, au haut potentiel qu'on accompagne. Tu as 4 heures. Même s'il faut passer 3 heures à ce que tu... Parce qu'après, c'est des Formule 1. Donc après, une fois que c'est parti, ton truc, t'inquiète, on sait très bien que tu vas réussir à le faire. Il n'y a pas de souci. Sauf si quand ils écrivent lentement ou autre, la prendre ça aussi, ça prend en compte. C'est pour ça qu'après, les autres... Mais relis bien la consigne. Relis bien la consigne. Attention, c'est, pour moi, je dirais, 80% du travail. Vraiment. C'est ça. Ensuite, oui, autre chose, le brouillon. Alors oui, ça moi c'est pareil. Pendant une très longue période, j'ai dû apprendre à faire un brouillon. Je pense en seconde, j'avais eu enfin pas un zéro, mais j'avais eu carrément un non noté. C'était en mode, c'était genre en fait votre truc c'est complètement à côté de la plaque, donc je ne note pas. Et après j'ai dit comment je peux faire pour remédier. Elle m'a dit oui, il faut travailler au brouillon parce que là vous avez mis des choses, vous avez mis des arguments dans la conclusion, vous avez fait une introduction en commençant déjà à parler du texte, donc ça allait pas. C'était comme dans sa tête quoi. Donc du coup on écrit au fil de la plume, mais ça va pas. Et du coup ce qu'on recommande c'est de faire passer la bonne moitié du temps sur brouillon et si besoin d'en faire un deuxième. Pourquoi en faire un deuxième? Parce que parfois le premier est beaucoup trop long. Parfois c'est une sorte de rédaction à moitié faite. Donc, c'est trop long et vous n'avez pas. Le but c'est d'avoir un truc synthétique. Donc
faites-en un deuxième si besoin. Sauf si effectivement, comme tu dis, il y a vraiment des difficultés d'écriture pour certains, comme justement, comme toi, Pablo, dyslexique ou dyspraxique. Là, effectivement, c'est plus compliqué. Mais dans ce cas-là, c'est pas très grave. Il vaut quand même mieux faire un brouillon où on jette toutes ces idées et après, on n'en fait pas un deuxième parce que du coup, on n'a pas le temps, mais on réécrire après, mais vraiment prendre ce temps de brouillon. Ça paraît dingue, mais c'est vrai parce qu'on a comme ça des idées qui fusent et souvent, ces idées-là, en fait, c'est pas celles qu'on nous a demandées. Il faut vraiment, en fait, faut dire que quand tu passes un examen, on te pose une question, tu dois répondre à cette question. N'apporte pas trop de choses de l'extérieur. Moi, c'est ce que je disais à Pablo, notamment en philo, parce que lui, moi, je lui ai fait de la philo très tôt parce que il s'ennuyait ferme, hein, donc je le nourrissais, voilà. Et je lui ai dit, attention Pablo, là, tu vas faire de la philo, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait jusqu'à maintenant, hein, et tu feras ce qu'on te demande. C'est voilà. Faut pas commencer à parler des philosophes que tu as lus toi-même chez toi, tout ça. Eux, ils connaissent pas, ils reconnaissent pas, c'est pas connu, ça n'existe pas. C'est ceux qu'on te demande à l'école et voir ceux que tu as vus dans la leçon qui se rapportent à l'examen. Sinon, ils sont perdus. Mais c'est ça qui est complexe des fois, c'est qu'il y a un petit côté frustrant justement pour les hauts potentiels, surtout qui se nourrissent. Rien que là, moi, je t'entends parler, ça me crispe dans le corps, je me dis, mais je peux pas raconter tout ce que j'ai envie. Tu vois. Ouais, mais c'est pas ça que et je sais que même, je l'ai vu pour des enfants en bas âge, pour ceux qui regarderaient ça et qui ont des enfants plus jeunes, je sais qu'à un moment donné, vous connaissez bien ma fille, elle a été frustrée parce qu'on lui a dit à l'école, non, mais ça, c'est tel niveau. Donc, tu peux pas apprendre, en fait, le niveau d'après. Elle ne comprenait pas. Ah bah oui. Et c'est là où tu vois toute l'incohérence, en fait, de l'école, alors que l'apprentissage, c'est quelque chose de continu. On ne devrait pas freiner les enfants. C'est pour ça que je précise bien, parce que je te dis, d'ailleurs, nous, quand on a posté mon truc, il y a eu comme ça toutes sortes. On a eu beaucoup de réactions. Bon, après, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Hein. Mais c'est pour vraiment prévenir que c'est pour passer un examen. Comme tu le dis, l'école, elle est frustrante. L'école, elle est, voilà, c'est pas, hélas, et c'est bien dommage. Bon, on parle vraiment de la France, hein, mais bon, les autres pays, c'est pas non plus, voilà. Là, on parle d'un examen. C'est vraiment se préparer pour cet examen, se mettre. Moi, je parle pas d'être comme ça pour toujours et pas du tout. Hein, vraiment, c'est une horreur, hein, ce qu'on dit. Hein, j'en ai bien conscience. Il faut bien l'expliquer, que ce soit des enfants, des adolescents, et que leur évalue l'examen, c'est vraiment répondre à la même si ils en savent beaucoup plus à côté de ça, les balles parce qu'ils ont besoin. Alors, je ne sais pas si tu nous entends bien, mais nous, on ne t'entend pas du tout. Ça fait très robotique. Ah, si, c'est bon. Là, c'est bon. Mais là, je pense que tu as dit que c'était Il y a eu tout un passage. Bon, j'espère que vous nous entendez, si c'est le cas, qu'il n'y ait pas des problèmes de son. Ouais. Mais en tout cas, voilà, on veut vraiment, parce qu'attention, quoi, vraiment, on ne dit pas qu'il faut être tout le temps comme ça et que chaque devoir doit être comme ça, surtout pas. Là, on parle vraiment d'examen. Et quand on parle d'examen, on parle surtout du bac. Hein, voilà, c'est vraiment. C'est pareil, 4 heures aussi, on va leur dire, va pas bois, mais pas trop, parce que va pas non plus au mieux avoir un peu soif quand on a envie d'aller aux toilettes. C'est limite, tu dois arriver à sécher. Là, on a discuté avec une maman là qu'on connaît dans le coin, elle nous a dit donc son fils il était dyslexique, hein, c'est ça, donc il a, c'est ça, c'est dyslexique, donc il a eu un aménagement, il pouvait faire son examen plus longtemps. Super. Donc c'était 8h midi, 14h, 16h, non 18h. Donc lui en fait il a fait 8h, 18h puisque il n'a pas eu de pause quoi. Donc c'est génial. C'est super, tu vois. Donc, voilà, c'est super l'aménagement. Enfin, il a dû même faire plus que 18h, parce que le reste aussi, c'était aménagé. Il a dû faire, ça se trouve, 8h, 20h, quoi. Sans boire, sans manger, enfin, super. On va à l'encontre de tout ce qu'on dit, il faut écouter vos besoins. Voilà, n'écoute pas tes besoins. Donc, on précise bien que… Évite de boire, si tu as envie de toilette, tu ne vas pas. Voilà. C'est pour ça, fais attention. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça paraît un peu barbare, nos conseils, mais c'est vraiment pour passer cet examen, en fait. Et après, 4 heures, voilà, ça peut être difficile, mais 4 heures dans une vie, c'est rien. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est si on veut passer l'examen. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Hein. Je veux dire, nous, on ne dit pas, il faut absolument passer le bac. Il faut, il y a des gens très bien qui n'ont pas le bac. Hein. C'est pas, voilà, ça dépend ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est pas une obligation. C'est juste là la thématique des examens. Et c'est juste qu'il faut se préparer. Et moi, je sais que je me rappelle encore quand j'ai déposé Pablo au bac, je lui ai dit, tu te rappelles, hein? Bête et disciplinée, hein.
Tu fais ce qu'on te demande. Il n'y a pas de… Non. C'est ça, de ne jamais dévier du plan que tu as créé pour répondre à la problématique. Voilà, on ne s'amuse pas à dévier, on ne part pas en vrai. C'est-à-dire que parfois, on a le plan qui est sous les yeux, mais en fait, on fait un petit écart à chaque fois et du coup, à la fin, il n'y a rien. Voilà, hors sujet. C'est hors sujet, du coup, tu as 0. C'est une vraie discipline, ça, pour le haut potentiel. C'est horrible. Non, mais c'est pour ça qu'on prévient. Et puis aussi, il y a aussi autre chose. Il faut vraiment se préparer, quoi. Ouais, puis aussi autre chose, c'est pareil, ils sont obsédés par les… obsédés, non, mais ils ont raison, mais ils parlent des références, on en a parlé tout à l'heure. Mais déjà, les références, elles sont très limitées. Par exemple, en philosophie, il fallait parler des philosophes allemands et français, hein, c'est tout. Il fallait parler de Sartre et Kant, voilà, en gros. Ouais. Il y en a d'autres philosophes, mais non, il fallait parler, c'est quoi France-Allemagne. Ah, bah, les Français, les philosophes orientaux. Mais non, même, il y en a d'autres, voilà. C'est vraiment les Français et les Allemands qu'il fallait parler. Et donc, si on sort, c'est pareil, si on manque d'exemples ou autres, faut pas avoir peur. Ouais. Des exemples, c'est bien d'en dire, mais vaut mieux pas trop en donner, parce qu'ils doutent bien qu'on n'a pas une culture mirobolante. Faut pas étaler sa culture, c'est pas le but. On te demande pas ça, en fait. Hein. De toute façon, grosso modo, il faut bien se dire que l'école, c'est lire, écrire et compter. Lire, écrire, compter et parler. Voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas. Ça, c'est quand même une chance, parce qu'il faut quand même savoir que jusqu'au grand oral, qui n'est pas encore le truc le plus mirobolant, il n'y avait qu'une production d'écrit. Or, pour tous nos petits et grands 10, l'écrit, c'est une cata. Donc, maintenant, il y a le grand oral, mais ce n'est pas encore ça, mais bon, voilà. Des fois, ceux qui n'ont pas forcément, tu vois, de 10, hein. Il y en a certains qui n'ont pas de problème, tu vois, d'écriture ou qui n'ont pas de problème à écrire, mais c'est une vraie souffrance pour eux quand même, tu vois. Ouais, comme tu disais, puis surtout pour les enfants. Ouais, les enfants comme Pablo qui était sorti d'école, ou toi, ils sont complètement pas à l'école, donc ils sont complètement en unschooling. Il y a un côté vraiment barbare à aller dans un endroit comme ça, où tu es calfeutré. Enfin, je veux dire, nous, en plus, on était dans le sud. Je veux dire, au mois de juin, tu as déjà des grosses chaleurs. Il faisait 52 là-dedans. Ah ouais, mais je me rappelle quand je passais des examens, hein, c'était des fours, les salles, c'était horrible, quoi. Et tu te demandes même à un moment donné, mais est-ce que vous réfléchissez, quoi, en fait? Est-ce que, je sais pas, tu vois? Et c'est en fait tout le temps, depuis des générations. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté, oh, bah, nous, on est passé par là, donc ils peuvent aussi continuer. Bah, non, en fait. Moi, je suis passée par là, mais j'ai pas spécialement envie de C'est pour ça que ça perdure. Bon, on va pas partir sur ce débat-là, parce que sinon, le live va durer 3 heures, tu vois. Surtout avec nous 3 à la tête de ce live. Donc, on va essayer de se cadrer un minimum. En tous les cas, dis-moi, est-ce que tu avais encore un commandement ou est-ce que tu nous as dit… Oui, non, mais il ressemble parce qu'on a dit, c'est l'avis personnel, il ne faut pas le donner. Voilà. Sauf si on le demande. Si on dit vraiment, vous donnerez votre avis à la fin de ce devoir, blabla, il faut quand même éviter de dire oui, moi je trouve que l'art n'est pas une recherche en soi, n'est pas la recherche du bonheur. Bref, il vaut mieux. Mais c'est ça, il faut se méfier quand on nous demande notre avis. En fait, ce n'est pas notre avis. C'est l'avis du sens du texte. Et c'est là où c'est un avantage quand on est au potentiel ou hypersensible ou même DDA de ça, c'est qu'on a quand même on sent ces choses-là. Si on voit, on comprend normalement le sens d'un texte, donc on comprend que c'est pas la peine d'aller dans la vraie. Moi, je me rappelle, Pablo il avait fait tout un truc sur à l'époque parce qu'on est végétarien, et il avait fait tout un truc par rapport à la condition animale, et vraiment la personne, elle n'avait pas supporté 5 minutes, alors qu'en fait c'était l'avis de Pablo. Il disait pas que c'était la vérité, il disait que c'était son avis. Or, elle se permettait de dire c'est faux ce que tu dis. Ben, en fait, c'est faux non, puisque c'est ce qu'il pense. Ben non, en fait, comme elle n'avait pas, on te demande pas ton avis, en fait. Et ça, faut pas l'oublier, parce qu'en plus, on peut se mettre le correcteur dans le pif, quoi. Et alors là, après, on peut. Il ne faut pas oublier qu'il y a des humains derrière les corrections, des humains avec leur propre gestion émotionnelle ou pas. C'est ça. Et voilà, et que sans tomber dans les clichés, mais malheureusement, il y a quand même, pas tous, heureusement qu'il y a des enseignants qui ont l'esprit ouvert, qui sont ouverts à plein d'autres choses, à des alternatives et tout. Mais il y en a aussi un certain nombre qui sont fermés et où il n'y a qu'une vérité. Donc c'est vrai que c'est faire attention à… Et là, je retourne dans mon examen. Mais lors d'un examen, ils ont un barème, ils ont une grille. Il faut que ce soit comme ça, comme ça. Donc, il y a eux, mais il y a aussi, tu vois, la grille de correction qui est comme ça, quoi. Et eux, ils sont obligés, entre guillemets, d'obéir à ça aussi, quoi. Et c'est là où est le problème. C'est pour ça que je précise bien que c'est que pour les examens. Attention. Hein. Oui, c'est pas sur l'apprentissage en général, mais c'est vraiment spécifique aux examens pour leur permettre effectivement d'avoir les meilleures notes possibles et que ça cadre dans leur projet après
professionnels en fonction de l'école qu'ils veulent intégrer ou en fonction du parcours qu'ils veulent faire. Ça se prépare. Ça se prépare et ça se prépare vraiment sans faire une préparation de dingue. Il faut juste se préparer à mettre en place des stratégies, à se mettre dans un rôle comme dans un rôle. Voilà, on va jouer un rôle, hein, voilà, et on se met dans ce rôle-là. On est cette personne-là qui passe l'examen à ce moment-là, quoi. Mais tout le reste de l'année, de la vie, de tout, on ne fait pas. Hein. Exactement. Et justement, je vous l'affiche ici. Vous pouvez le retrouver et puis retrouver 80 clés. Rien que ça, dont on ne vous a jamais parlé. Donc, vous allez apprendre plein de choses dans ce merveilleux livre que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur notre plateforme également, hein, puisqu'il est dans les livres inspirants de Ma Tribu Relax. Isabelle, Pablo, merci beaucoup. Il y aurait tellement à dire, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ces clés justement qui peuvent aider les adolescents et puis les parents à relaxer. Hein. Ça va bien se passer les parents. Oui, ça se passe très bien. Ça va bien aller. Merci. Voilà. En tout cas, merci à vous deux d'avoir été présents aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des commentaires en replay, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. On y répondra bien sûr. Et puis en attendant, prenez soin de vous et puis à très vite les parents. Bye bye. Bye.